exercice numéro 38. Je l'ai classé exercice un tout petit peu plus difficile parce qu'il y a plusieurs théorèmes qu'on va devoir mettre en œuvre, plusieurs idées successives qu'on va devoir mettre en œuvre. Alors déjà, première chose, premier constat, ce qu'on doit étudier, c'est pas une série, hein. On doit étudier la nature d'une suite dont le terme général est donné par cette expression-là. Alors, deuxième constat, c'est que le terme général est défini à l'aide d'une somme et de ce qui sera, alors je dis bien entre guillemets, probablement l'équivalent de cette somme. Sinon, la nature de cette suite sera véritablement pas très intéressante. Donc voilà ce qu'on peut dire comme ça de but en blanc sur la nature, enfin, sur en tout cas la forme du terme général de cette suite. Là, on est dans un cadre qu'on a étudié plusieurs fois en cours, et ça a fait l'objet d'études même particulières. Et je vous ai dit que lorsqu'on a un terme général, enfin une suite UN, dont le terme général est une somme moins un autre terme, 9 fois sur 10, c'est le théorème qui fait le lien entre suite et série. C'est-à-dire qu'on a un théorème qui nous dit que la suite UN que l'on étudie, elle est de même nature, cette suite est de même nature que la série télescopique de terme général UN plus 1 moins UN. Donc ça, c'est un théorème important puisqu'il nous permet de faire une transposition didactique, c'est-à-dire dans le sens de étudier une suite dans un autre chapitre, c'est-à-dire à travers un autre objet mathématique, à travers une série. Alors on avait vu que la pertinence d'étudier une série télescopique, c'est que le terme général ici fera disparaître la somme, et que si on travaille avec des séries pas trop compliquées, on pourra utiliser les théorèmes sur les séries pour étudier la nature de cette série. Donc la première chose, c'est de voir si effectivement, en calculant le terme télescopique UN plus 1 moins UN, la somme disparaît. Alors, exercice plus difficile aussi, parce que quand on va calculer UN plus 1 moins UN, il faut être très précis sur la nature des objets. UN, ici, si vous devez par exemple calculer, je ne sais pas, U4, vous allez remplacer partout N par 4. U5, vous allez remplacer N par 5. Vous n'allez évidemment pas toucher à la variable muette, justement parce qu'elle est muette. Donc quand on va calculer UN plus 1, on applique les définitions. On va remplacer donc N partout où il y a N par N plus 1. Donc vous faites exactement ce que vous feriez si vous devez calculer U2. Vous n'allez pas remplacer K par 2, vous allez remplacer N par 2. Ici c'est pareil, on remplace N par N plus 1. Voilà, donc simple, définition. Donc je remplace N par N plus 1, par contre partout, y compris dans le terme général. Le N qui est là, c'est le même que le N qui est là, ils ne sont pas différents. Donc moins, entre parenthèses, N plus 1, le terme là, je remplace N par l'entité N plus 1, moins UN, c'est-à-dire la somme pour K variant entre 1 et N de l'exponentielle de 1 plus K sur N, plus N, puisque quand je fais moins UN, le moins il porte sur les deux termes, donc il va changer le signe du terme qui est là. Donc là, on va récupérer cette différence de somme, on va aussi récupérer moins n moins 1 plus n, donc on va récupérer déjà moins 1 si je m'occupe de ces termes-là. Maintenant, je vais m'occuper de la somme. Alors pour la somme, on ne peut pas se fier uniquement à ce qui se passe ici, puisque vous avez noté que le terme général, il a aussi changé. Donc là, dans ces conditions-là, c'est des conditions difficiles, il faut absolument écrire la somme en extension. Comme d'habitude, j'ai un souci, j'écris la somme en extension. Avec suffisamment de termes, on ne va pas écrire le premier et le dernier, on le sait bien. Donc là, quand on remplace K par 1, on va récupérer exponentielle de 1 sur N plus 2. Le suivant, ça sera exponentielle de 1 sur N plus 3. Plus, je vais mettre des pointillés. Je vais écrire les deux derniers, ce sera peut-être pas suffisant d'ailleurs. Pour K égale N moins 1, je vais récupérer exponentielle donc de N, puisque l'avant-dernier c'est N, donc de 2N plus 1. Et le petit dernier, ça sera exponentielle de 1 sur 2n plus 2. Et ça, je vais retirer les termes de cette somme ici. Donc pareil, je vais écrire les deux premiers. Exponentielle de 1 sur n plus 1, plus exponentielle de 1 sur n plus 2, et etc. Les deux derniers. Exponentielle de 1 sur, donc je remplace n par n moins 1. Donc ça va me faire 2n moins 1, plus exponentielle de 1 sur 2n. Alors je vois que je ne suis pas allé forcément assez loin ici, là j'aurais dû peut-être mettre l'exponentielle de 1 sur 2n, le terme qui était avant. Donc on voit qu'effectivement les termes vont se simplifier, mais selon une règle qui est un peu plus difficile. On voit que quand on élimine les termes en commun c'est tous qui sont là,
qui vont s'éliminer avec tous les termes qui sont là. Donc il va me rester en tout 3 termes. Donc, il va me rester donc le moins 1 ici, il va me rester le exponentiel de 1 sur 2n plus 1, le plus exponentiel de 1 sur 2n plus 2, moins exponentiel de 1 sur 2n sur n plus 1, pardon. Il n'y a pas de 2, sur n plus 1. Bon, alors le calcul est un peu plus difficile que d'habitude, hein, puisque là on a un terme général dont l'expression dépend aussi de n. Mais néanmoins, on voit qu'on est pile dans le cadre d'application de ce théorème-là, puisque là on constate que le terme général qu'on a récupéré ici, bah, vous voyez bien que ce terme général ne dépend absolument plus d'une somme. On a un terme général simple. Moralité, pour étudier cette suite-là, ça vaut le coup d'étudier la nature de cette série, et on va faire ce qu'on quand on étudie une série, c'est-à-dire on va faire une étude de son terme général. La première chose qu'on va étudier dans son terme général, ben, c'est la condition nécessaire de convergence. Là, c'est reparti, hein, on est reparti de notre algorithme, on regarde si ça converge, on regarde si le terme général tend vers 0, si ce n'est pas le cas, boum, c'est divergent. Voilà. Donc, on est reparti sur une étude classique. Donc, on va déjà regarder la condition nécessaire de convergence. Donc, ce terme-là tend vers moins 1, ce terme-là vers 1, ce terme-là vers 1, ce terme-là vers moins 1. Donc, le terme général, ici, tend bien vers 0. Donc ensuite, il va falloir regarder le signe. Pour regarder le signe, en général, ben, on prend un équivalent, mais là, on a des sommes. Donc si on a des sommes, il va falloir composer des développements limités. Et bien c'est parti. Donc on va calculer un développement asymptotique de ce terme jusqu'à un terme, soit de signe constant, soit absolument convergent, ce qui me permettra de conclure dans tous les cas que je connaisse le signe ou que je ne connaisse pas le signe. Donc l'avantage, c'est qu'elle généralise tout ce qu'on a pu faire avant. On calcule ce développement asymptotique. Pour ça, on va composer avec le développement limité de l'exponentiel. Le développement limité de l'exponentiel, c'est 1 plus u plus, bon, probablement u carré sur 2, plus un terme négligeable devant u carré. On peut peut-être réfléchir quand même sur la teneur d'un terme absolument convergent. Je pense que là, je suis allé trop loin. Beaucoup trop loin. Puisque on va remplacer u par soit ce terme-là, soit ce terme-là, soit ce terme-là. Et quand on va prendre le carré, là, on va récupérer 1 sur ce terme au carré, ce terme au carré, ce terme au carré. On n'a pas besoin de connaître les valeurs de ces termes au carré. Ce qu'on a juste besoin de savoir, en fait, c'est que le terme d'après, il est grand O de u carré. Ce terme-là, on n'aura pas à le calculer officiellement. On peut, mais c'est a priori pas nécessaire. Je m'explique. Quand on va reporter ici, on va donc récupérer moins 1, plus le développement qui est là, donc 1, plus u, donc ici plus 2n plus 1, plus un grand O de 1 sur 2n plus 1 au carré, qui est de la même façon un grand O de 1 sur n carré, puisque le rapport est clairement borné entre 0 et 1. Donc là, je sais que je peux rajouter un grand O de 1 sur n carré. Plus 1 sur 2n plus 2, plus un grand O de ce terme au carré, qui est aussi un grand O de 1 sur n carré. Moins 1, décidément, je ne sais pas pourquoi je mets toujours des plus en avance, alors que c'est des termes en moins, je vais mettre un moins à l'avance et mettre une barre supplémentaire. Donc moins 1 sur n plus 1, plus un terme qui est grand O de 1 sur n plus 1 au carré. Donc tous les termes que j'ai indiqués ici, ce sont des grands O de 1 sur n carré. Je rappelle que pour être un grand O de 1 sur n carré, il faut multiplier par n carré et être borné. Et tous les termes qui sont ici étaient bien bornés, multipliés par 1 sur n carré. Par n carré. Donc finalement, on va retrouver que les moins s'éliminent ici, ça c'est la convergence. Et on va simplement regarder comment s'agencent les termes qui sont là. Là, j'obtiens ce terme-là, là j'en ai la moitié. Donc quand un terme, j'ajoute l'opposé d'un terme, j'ajoute sa moitié, ben, il va me rester l'opposé de sa moitié. Donc il va me rester 1 sur 2n plus 1 moins 1 sur 2n plus 2, plus un grand O de 1 sur n carré. Et quand je réduis au même dénominateur les deux termes qui sont ici, on va récupérer 2n plus 2 moins 2n plus 1. Donc on va récupérer 1 sur 2n plus 1, facteur de 2n plus 2,
plus un grand O de 1 sur n carré. Or, ce terme-là, si vous le développez, il est égal à 1 sur 4n carré plus 4 et 2, 6n plus 2. Et ce terme-là, si vous le multipliez par n au carré, vous allez encore une fois récupérer un terme qui est compris entre 0 et 1. Donc ce terme-là, multiplié par n carré, il est borné. C'est donc un grand O de... Si vous ajoutez deux termes qui, multipliés par n carré, sont bornés, vous récupérez un terme qui, multiplié par n carré, est borné. Donc on récupère que un plus 1 moins un est dominé par 1 sur n carré. On est donc dans le cadre d'application du critère de domination, dans le cadre de l'absolue convergence. Puisqu'on est dominé par une série absolument convergente, donc on a gagné, puisque la série de terme général 1 sur n carré est une série de Riemann convergente, une série positive, donc la relation qui est là m'indique que la série de terme général un plus 1 moins un est une série qui est absolument convergente, puisque dominée par un terme général positif absolument convergent. Et si cette série elle est absolument convergente, eh bien elle est convergente. On vient de démontrer que la série télescopique est convergente, on vient de démontrer que la suite un est donc nécessairement convergente, puisque la suite et la série sont de même nature. Donc on voit vraiment l'intérêt de faire un développement asymptotique jusqu'à un terme absolument convergent. L'intérêt, encore une fois, de jouer avec les développements limités, notamment avec les précisions, petit o, grand O, pour savoir où on doit s'arrêter et pour conclure le plus efficacement possible en évitant de faire des calculs. Et là, en voyant que notre série est dominée par le terme général d'une série à terme positif absolument convergente, série de Riemann, on récupère directement, avec notre développement asymptotique, l'absolue convergence de cette série. Et c'est gagné. Le dernier exercice du jour, c'est cet exercice où on a un terme général qui est donné par moins 1 puissance n sur n à la puissance a plus moins 1 puissance n fois n à la puissance b. Bon, pour des valeurs de n, bon, à partir d'un certain rang, à partir du moment où de toute façon cette suite devrait être définie, et on doit déterminer selon les valeurs des réels a et b la nature de cette série. C'est un peu intimidant hein, parce qu'on a déjà deux paramètres, mais on va faire les choses dans l'ordre. Déjà, pour que la série soit définie, il faut au moins que le terme général un ait un sens, au moins à partir d'un certain rang. Alors moi je constate déjà que si A est strictement plus grand que B ou si A est strictement plus petit que B, il y en a un des deux qui va l'emporter asymptotiquement, donc le terme général ne pourra pas s'annuler à partir d'un certain rang. Par contre, on peut quand même constater que si A est égal à B, donc qui est notre premier cas, dans ce cas-là, le dénominateur ici, il vaut n à la puissance A plus moins 1 puissance n fois n à la puissance A, c'est-à-dire il vaut 1 plus moins 1 puissance n fois n à la puissance A. Donc ce terme-là sera nul dès que n est a priori un entier impair. Ce qui veut donc dire que quand A est égal à B, ce dénominateur, il est nul une fois sur deux, puisqu'il est nul sur tous les nombres impairs. Moralité, la suite un n'étant même pas définie, la nature de la série sera carrément divergente, puisque la série ne sera même pas définie. Donc on sait déjà qu'on ne peut pas être dans ce cas-là. On va maintenant étudier séparément le cas où A est strictement plus petit que B, et on étudiera ensuite le cas où A est strictement plus grand que B. Alors si A est strictement plus petit que B, qu'est-ce qui se passe sur ce terme général? Alors on sait déjà que n à la puissance A, il est négligeable devant n à la puissance B, puisque le rapport va nous donner 1 sur n à la puissance b-a est strictement positif, le rapport tend bien vers 0. Donc dans l'expression qui est là, s'il y a un terme dominant à factoriser, le terme qu'on a intérêt à factoriser, c'est moins 1 puissance n fois n à la puissance b, qui va me donner donc 1 plus moins 1 à la puissance n à la puissance a moins b. On s'aperçoit que effectivement ce terme-là ne s'annulera plus à partir d'un certain rang, puisque comme A est strictement plus petit que B, ce terme-là tend vers 0, donc ce terme-là tend vers 0, donc ce terme-là tend vers 1. Donc on aura bien un terme qui sera a priori non nul à partir d'un certain rang, puisque ceci sera au voisinage de 1 et ceci ne sera pas nul.
Donc on peut déjà dire que ce terme-là est strictement positif pour n assez grand. Comme on ne nous a pas donné d'indication sur n, on nous indique la nature de la série. Donc ça veut dire que c'est la nature de la série où elle est définie pour un n qui est suffisamment grand. Bon. Alors, le fait d'avoir factorisé le terme dominant a évidemment un double emploi, puisque si on réécrit maintenant un après factorisation de ce terme dominant, on s'aperçoit que le moins 1 puissance n au numérateur va se nettoyer avec le moins 1 puissance n au dénominateur. Donc le terme dominant global mis en facteur, c'est 1 sur n à la puissance b. Et donc l'expression qu'on va récupérer ici, c'est 1 sur 1 plus moins 1 puissance n. Alors moi je mets toujours la puissance positive. Ici, la puissance positive, elle est donc au dénominateur, c'est moins 1 puissance n sur n à la puissance b moins a, strictement positif, donc terme qui tend vers 0. Donc là, on a affaire à quel genre de situation? Là, pour moi, on est dans une situation très favorable. Je vais enlever mon égal et je vais dire que finalement, le terme qui est en facteur de ce terme-là est un terme qui est équivalent, puisque lui tend vers 1, à 1 sur n à la puissance b. Donc là, dans mon tableau, je sais exactement dans quelle situation je me place. J'ai déjà un terme qui tend vers 0, puisque ce terme-là tend vers 0 dès que b est strictement positif. Ce qui veut donc dire que si b est négatif ou nul, la série sera déjà grossièrement divergente. On peut déjà dire que si b est négatif ou nul, la série de termes général un sera donc divergente grossièrement. Donc ça, c'est déjà fait. Si b est strictement positif, ce terme-là tend vers 0, donc par équivalence, un tend vers 0. Donc la condition nécessaire de convergence est respectée. J'ai une série à terme positif à partir d'un certain rang, puisqu'on sait que lorsque deux suites sont équivalentes, elles sont de même signe à partir d'un certain rang. Je suis donc dans cette situation. Quand je suis dans cette situation, je peux avoir d'équivalence sur les séries à terme positif. Ça tombe bien, j'ai un équivalent de un. Le critère d'équivalence me dit que la série de termes général un est de même nature que la série de termes général 1 sur n à la puissance b. Or, on sait que cette série, elle converge si et seulement si b est strictement plus grand que 1 par comparaison à une série de Riemann. Donc on peut maintenant dire que si b est strictement positif, la série de termes général un, elle converge si et seulement si b est strictement plus grand que 1. Ce qui veut donc dire que quand b est positif ou nul est inférieur ou égal à 1, la série elle sera divergente par comparaison, par équivalence avec une série de Riemann divergente. Donc le cas où a est strictement plus petit que b est entièrement connu, entièrement étudié. Bon, il ne reste plus qu'à étudier le cas où a est strictement plus grand que b, ça va aller normalement tout seul. Alors, dans le cas où a est strictement plus grand que b, alors cette fois-ci, le terme dominant au dénominateur, c'est ce terme-là. Donc je vais m'empresser de le factoriser. Donc là, je travaille avec le dénominateur. Je factorise le terme dominant. Donc là, je vais récupérer moins 1 puissance n, puissance n à la puissance b moins a. Donc je vais écrire avec le dénominateur n à la puissance a moins b. J'essaie de travailler toujours avec des puissances positives. Je m'aperçois que ce terme-là tend vers 0, donc ceci est équivalent à n à la puissance a, qui diverge vers plus l'infini lorsque a est strictement plus grand que 0. Et par contre, on voit qu'il va y avoir le même genre de problème si a est inférieur ou égal à 0. La condition nécessaire de convergence sera probablement pas honorée. On va le vérifier. Étant donné qu'on a un équivalent du dénominateur, on va pouvoir récupérer avec cette mise en facteur que un est équivalent au quotient des équivalents. Donc un va être équivalent lorsque n tend vers l'infini à moins 1 puissance n sur n à la puissance a. Donc on voit encore une fois que si a priori a est inférieur ou égal à 0, ici, on a soit un terme général qui n'est pas borné, soit moins 1 puissance n qui est borné mais qui diverge. Donc, comme deux suites équivalentes ont la même nature convergente ou divergente, on va donc récupérer que dans ce cas-là, le terme général ne tendant pas vers 0, la série de termes général un diverge grossièrement. En fait, c'est diverge grossièrement, c'est DVG et pas DGV, dyslexie. Bon, bref.
Il nous reste maintenant à regarder ce qui se passe si A est strictement positif, puisque dans ce cas-là, on a divergence grossière. Alors là, on sait que cet équivalent ne va pas suffire, puisque quand A est strictement positif, cet équivalent, il atteste que le terme général n'est justement pas de signe constant à partir d'un certain rang, puisque là-dessus, on aura le même signe à partir d'un certain rang, et ça, il n'y a jamais deux termes consécutifs de même signe. Moralité, on est dans le cadre des séries dont le terme général n'est pas constant. L'absolue convergence, on peut même la faire oralement. Comme le module de UN est équivalent à 1 sur n à la puissance a, série de Riemann, on aura absolue convergence dès que a est strictement plus grand que 1. Donc dès que a est strictement plus grand que 1, j'ai absolue convergence. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la convergence de la série. Or, l'absolue convergence donne la convergence, mais les cas où a est compris entre 0 et 1 ne sont pas accessibles par cette absolue convergence. Par contre, ce qui va le rendre accessible, c'est encore une fois de calculer un développement asymptotique jusqu'à un terme absolument convergent. Donc on va calculer ce fameux développement asymptotique. Pour ça, je vais réécrire la factorisation du terme dominant au numérateur et au dénominateur. Donc au numérateur c'est moins 1 puissance n, au dénominateur c'est 1 sur n à la puissance a. Donc là on va récupérer 1 plus moins 1 puissance n sur n à la puissance a moins b. Et on va développer le terme qui était là. Donc ça va me faire moins 1 puissance n sur n à la puissance a. Et là on va calculer ça avec le développement de 1 sur 1 plus u. Donc ça c'est 1 moins u plus u carré. Bon, bah là on est sûr qu'on aura un terme de signe constant. Hein. Donc là, on sait que dans notre développement, il ne faudra probablement pas aller plus loin que le terme qui est ici. Donc on développe. On peut bien composer ce développement avec le terme qui est là, puisque ici a étant strictement plus grand que b, ce terme-là tend vers 0. On l'a déjà signalé de toute façon. Donc on va récupérer moins 1 puissance n sur n à la puissance a, facteur de 1 moins u. U, c'est moins 1 puissance n sur n à la puissance a moins b. Ah, en fait, le terme d'après, je n'ai pas à l'écrire, puisque quand je vais multiplier ces deux termes-là, je vais récupérer un terme général qui va être de signe constant, puisque les moins 1 puissance n s'éliminent. Ça, c'est le petit truc sympa. On n'a pas besoin d'aller aussi loin dans le développement, on peut s'arrêter là. Donc maintenant, je développe pour récupérer mon développement asymptotique, et puis bien voir que je suis bien dans le cadre de ce que je me suis fixé. Moins, entre parenthèses, 1 sur n à la puissance 2a moins b, plus un terme négligeable devant 1 sur n à la puissance 2a moins b. Donc là, j'ai bien fait un développement asymptotique de mon terme général jusqu'à un terme de signe constant, puisque le terme qui est là est équivalent à lui, et lui est négatif à partir d'un certain rang, donc l'ensemble sera négatif à partir d'un certain rang. Donc ça, je vais m'empresser de l'écrire sous cette forme-là, moins 1 puissance n sur n à la puissance a, moins une suite à n, ou je peux dire que an est équivalente à 1 sur n à la puissance 2a moins b. Là, normalement, avec ce développement asymptotique, on va pouvoir conclure de façon vraiment efficace en quelques lignes. Allez, page, on a besoin d'un petit papier comme ça pour conclure et c'est tout. Donc là, je réécris juste proprement le développement asymptotique que je vais devoir analyser. Voilà ce que nous avons. Alors, pour commencer, je sais que A est strictement positif, hein, puisque les autres cas ont déjà livré leur verdict. Là, vous reconnaissez une de nos fameuses séries de Riemann alternées, hein, puisque comme A est strictement positif, on peut dire que la suite 1 sur n à la puissance a, elle décroît et converge vers 0. Donc on peut dire que la série de termes général moins 1 puissance n sur n à la puissance a, elle converge via le critère spécial sur les séries alternées. Donc ça c'est fait. Là, on a deux termes généraux qui sont de même signe à partir d'un certain rang, donc AN est positif à partir d'un certain rang, donc on va étudier les critères sur les séries à termes positifs. Qu'est-ce que je connais sur cette suite? Je sais qu'elle est équivalente à ça, donc quel critère d'équivalence? C'est trop facile.
Donc on applique le critère d'équivalence. Le critère d'équivalence nous dit que la nature de la série de termes général à n est la nature de la série de termes général qui est là. Or, c'est une série de Riemann. Donc, terme général AN, elle est convergente à la condition nécessaire et suffisante que l'exposant qui soit ici soit strictement plus grand que 1. Ça, c'est par théorème d'équivalence sur les séries à termes positifs. Et les termes ici sont bien positifs à partir d'un certain rang. Alors, je crois qu'on peut conclure. Ah, c'était pas simple. Hein. Une disjonction de cas sévère. Hein. Donc on a dit, si A est strictement plus grand que 0, qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, si A est strictement plus grand que 0, la première des séries ici, elle converge tout le temps. Donc la condition, elle va porter sur celle-ci. Celle-ci ne converge que si on a cette condition-là. Donc moralité, si cette condition est réalisée, j'ai la différence de deux séries convergentes, je suis convergent. Et si cette condition n'est pas réalisée, alors dans ce cas-là, j'ai la somme d'une série convergente et d'une série divergente. La série obtenue sera divergente. Donc on obtient que si A est strictement positif, la série de termes général UN converge si et seulement si 2A moins B est strictement plus grand que 1. Moralité, eh bien, on peut dessiner tous les cas où on aura convergence. On va donner la conclusion ici. Donc la série de termes général UN sera donc convergente. À quelles conditions nécessaires et suffisantes? La première des conditions, c'est que A est strictement plus petit que B, et dans ce cas-là, B devra être strictement plus grand que 1. Donc on doit avoir ça. Donc, soit on est dans cette condition-là, ou alors on est dans la condition où A est strictement plus grand que B, et on sait que dans ce cas-là, on doit avoir A qui est strictement positif et 2A moins B qui est strictement plus grand que 1. Donc A strictement positif et 2A moins B qui est strictement plus grand que 1. Donc on peut bien, selon les valeurs de A et de B, être certain de savoir dans quel cas on est, si on est convergent ou divergent. Il suffira de regarder si on est dans ce cas-là, si on est dans ce cas-là. Et on sait que dans tous les autres cas, de toute façon, la série sera divergente. On a même estimé s'il s'agissait d'une divergence grossière ou d'une divergence un petit peu plus subtile. En tout cas, on a la discussion complète.